D'abord, Bruchim Abayim Lekulam, Baruch Haba l'Rav Angelam, Baruch Hashem nous a honorés avec sa présence de venir avec cette sidra, nouvelle sidra, avec l'initiative de Michael Zerouzi, Baruch Hashem, qui ont 3 mois, Bleainara, avec le groupe de Teilim qu'on a fait ensemble, avec le groupe de Torah, avec toutes les choses pour les soldats, pour les Abrechim. Chaque chose, tous les jours m'appellera, j'ai encore un nouvel projet. Et Bleainara, Baruch Hashem, on voit qu'Akadosh Baruch Hu Bezat Hashem te donne avec toute cette initiative, Bezat Hashem Ben Zachar Lashana, et Bezat Hashem que cette belle cours de Torah, comme on a affiché, c'est la Torah avec le business. Mais, comme je dis aujourd'hui, le principal c'est la Torah. Mais Baruch Hashem, il y a beaucoup de monde qui travaille, et on doit savoir comment savoir mélanger le travail avec la Torah, et pas seulement savoir réussir avec la Torah et le travail. C'est Baruch Hashem. On a entendu beaucoup de Rav. Et Bezat Hashem, aujourd'hui, on est venu, Bezat Hashem, apprendre. On a amené les valises. On espère sortir avec les valises pleines, Bezat Hashem. Pour commencer, la dernière fois que j'ai fait un cours à Natal, peut-être la dernière fois, parce que j'étais invité, c'est pas vrai, plusieurs fois chez des gens, mais on avait organisé, c'est mon image, donc c'est Chava Metakenet. Pour moi, on avait monté il y a quelques années avec Jérémy Verebi, que vous connaissez peut-être, on a monté un programme qui s'appelait Torah Tech Institute, qui était un programme dans lequel le matin on étudiait la Torah et l'après-midi on apprenait à coder. C'était un bootcamp comme ça, où il y avait beaucoup de jeunes, Baruch Hashem, qui avaient très bien réussi. Et on avait organisé une soirée, une conférence. On organisait des conférences, donc à Tel Aviv. Moi j'habite à Tel Aviv, je suis à domicile. Et on a dit on va aller à Natania. À Natania, il y a des Juifs, il y a des Français, on va faire... Bon, il y avait une personne qui devait nous faire la com. On arrive, on avait loué une grande salle. Elle dit il y aura au moins 300, 400 personnes. Avec Jérémy Bérébi, on a fait venir. On arrive, il y a 2 personnes. 2 personnes à la soirée. Alors, Baruch Hashem, Jérémy, c'est un très bon copain. Donc, on avait passé une soirée. Donc, apparemment, la personne avait oublié de publier la soirée. Donc, on était venu. Donc, Baruch Hashem, bravo à Michael, Baruch Hashem, de Chava Metakenet, de pouvoir venir et pouvoir échanger. Alors, déjà, je voudrais juste commencer et dire une chose. Vous avez parlé de le concept de la tzlacha, de la réussite. Je voudrais qu'on parle un petit peu ce soir, j'espère en cours d'introduction, et peut-être il y aura d'autres choses et on ira plus profondément dans des sujets. Mais c'est important de comprendre c'est quoi la réussite. Parce que toujours on fait une affiche, alors sur les affiches on va dire il y a tel intervenant, il a ceci, il a cela, etc. Et c'est important de comprendre c'est quoi ce qu'on appelle la réussite, c'est quoi le but. Je vous avoue que j'avais prévu j'ai dit à Michael, je suis désolé, je ne vais pas faire ce que j'ai dit. Je voulais faire un cours, j'allais un petit peu raconter ma vie. Mais en fonction de l'humeur, mon humeur elle n'est pas comme ça ce soir. Mais je voudrais juste donner un petit peu comme quand Shlomo Ameler, il commence à écrire Michelet, il commence par s'introduire. Il dit qui écrit ce livre? Pourquoi? Parce que si ce soir on fait un cours sur l'Ilchot Shabbat, ça ne change pas de savoir si c'est tel Rav ou tel Rav ou tel Rav ou tel Rav. La halacha, elle a quelque chose de à la fois de très souple, parce que la halacha, elle sait écouter la première question d'un moment qu'un bon Rav pose quand tu poses une question, comme un bon juif, il répond par une question, pas par une question, parce qu'il veut comprendre. Vous savez, c'est peut-être la façon numéro 1 de savoir si un Rav, c'est un bon Rav. Un jeune Rav qui vient juste comme ça, il sort de l'école, il sort de la yeshiva, tu poses une question, tout de suite, il voit des séifs du Shulchan Aruch. Un bon Rav qui a, comme le Rav Shlita, qui a une communauté qui voit, la première chose, il comprend, pourquoi tu me poses cette question? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, explique-moi, ceci, cela, c'est quoi le contexte? Parce que je vous dis une chose, dans 90% des cas, le problème, c'est pas la question que la personne elle pose. Il est ailleurs. Donc quand on parle de halakha, globalement, je peux vous faire un cours de halakha. Et en fait, c'est pas grave qui est l'intervenant. Tant que je vous explique où c'est écrit, je vous donne des sources, on ouvre les livres, et globalement, il y a l'halakha. Mais là, ce soir, il y a des ilchot, il y a des halakhot qui sont liés au business. Il y a énormément, vous savez d'ailleurs que la majorité des halakhot sont des halakhot ben adam al-chavero. C'est pas de dire, la Torah, elle existe aussi entre personnes, la Torah existe en premier dans les règles entre individus, et notamment dans les règles du travail. Mais
Ce soir, on va essayer de parler d'une approche qui est vis-à-vis du travail. Et une approche qui est au travail, c'est là qu'on dit Halacha Moshe Misinaï. C'est pas quelque chose de dire c'est comme ça. Dire la Torah elle dit. Vous savez, avec des sources, la Torah elle dit ça, et la Torah elle dit aussi ça, et la Torah elle dit aussi ça. Il disait mon Rav Zatzal, une personne qui dit dans la vie il faut toujours, quel que soit le mot que vous allez mettre à la fin, c'est faux. La seule bonne réponse possible imaginaire, dans la vie il faut toujours réfléchir à quoi faire dans chaque situation. C'est la seule réponse possible. Et donc forcément, chacun va venir avec une expérience, une approche, une réflexion qui va guider. Donc moi, ce soir, je vous propose de partager avec vous un petit peu mon expérience. Et peut-être Hachem. À la fin, on aura peut-être le temps d'échanger un petit peu ensemble, on pourra poser des questions avec grand plaisir, pour essayer de voir comment on peut essayer d'apprendre et chacun essayer de réussir dans la vie. Il y a écrit dans Pirkei Avot, Ezeu Chacham, Alomed, Mikol Adam. C'est bizarre, Ezeu Chacham. Hier, j'ai eu la chance, hier soir, j'étais chez Lianouka. Il est Chacham. Ezeu Chacham. Makir Kol Hashas Balpe. C'est Chacham, quelqu'un qui connaît tout. Wow. Chacham, non. Pourquoi Ezeu Chacham? Alomed Mikol Adam. Pourquoi Alomed Mikol Adam? C'est quoi la force de l'Omed Mikol Adam? C'est pas de dire que maintenant je vais écouter toutes les bêtises que n'importe qui dit. Ah, il a raison, et lui aussi il a raison, il lui a raison, il lui a raison. Non, Alomed Mikol Adam. Non. C'est que de chaque personne, je peux essayer de voir comment lui, il utilise sa réflexion pour aller dans une certaine direction, comment moi je peux apprendre de ça pour être dans ma direction. Donc évidemment, je commence en tant qu'introduction, disclaimer. Le but de ce cours, le but de cette soirée, c'est pas de vous expliquer comment devenir Eitan Galam. Parce que, a priori, vous n'avez pas besoin d'être Eitan Galam. Si vous pouvez me donner des conseils pour être Eitan Galam, ça m'intéresse. Ça oui. Le but, c'est d'essayer de voir peut-être comment est-ce qu'on peut avoir des outils, j'essaie d'échanger avec vous sur comment moi j'ai fait mes réflexions dans la vie, et de voir comment peut-être vous, ça peut vous éclairer, pour vous dans vos vies, à faire vos propres choix, vos propres réflexions. Alors j'ai commencé par une question. C'est quoi la réussite? C'est quoi la hatzlacha? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? C'est une bonne question, non? L'ambition. C'est l'ambition de quoi? Ça dépend de ce qu'on a envie de réussir. Oh. Mechila, l'ambition d'atteindre cet objectif. Ça dépend de ce qu'on a envie de réussir. Oh, il a fait. Il a fait. C'est réussir dans la vie ou réussir sa vie. Oh, il a fait, mais ok, c'est là. Déjà, la première chose, toutes les réponses elles sont bonnes. Mais la première chose, on a dit d'atteindre ses objectifs. Avant de se dire comment j'atteins mes objectifs, il faut comprendre que dans la vie, il y a un objectif. Imaginons, moi je dis quand j'ai eu mon permis de conduire, on avait un truc, tu reçois la voiture. Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu as le permis et la voiture? Tu as 19 ans, tu as envie de faire quoi? Conduire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dans la semaine, j'ai fait, je crois, Paris-Deauville 3 fois dans la semaine. Juste pour le kiff d'aller te conduire. Truc. Dès que quelqu'un dit, ah tu peux me chercher quelque chose? Ah oui, on y va, aller-retour, pas de problème. Pourquoi? Le but, c'est pas l'objectif. C'est quoi l'objectif? C'est de conduire. Dans la vie, si tu crois pas qu'il y a des objectifs, alors ton but c'est de conduire. Non, je donne un exemple. Imaginons, je veux aller maintenant, j'ai le mariage de mon cousin à Jérusalem. D'accord? Je pars de Natania, je prends la voiture et là qu'est-ce que je vois? Tout est bouché, la une complètement bouchée, impossible d'avancer. Et je vois que maintenant il y a une possibilité de sortie. Mais Waze, il me la manque pas cette sortie. Pourquoi? Ça va pas du tout à Jérusalem. Mais c'est magnifique, ça roule. Ça roule. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues dans les embouteillages ou tu prends à droite? Tu prends à droite? Tu roules, tu as passé une super journée dans la soirée, tu s'arrêtes, à la fin, tu rentres chez toi. Si tu veux aller à Jérusalem, ça dépend. Il va pas là. Elle y va pas. Bah non, ouais, il te donne pas à droite, sinon ça va pas. Ça va pas. Ah non, alors tu restes dans... Tu restes dans les embouteillages. Mais je comprends, t'es un idiot. Tu peux là, ça. Si
c'est clair pour moi que j'ai un objectif. Alors évidemment, je préfère aller à Jérusalem en une demi-heure plutôt que d'y aller en 2h30. Si j'ai le choix, comme vous dites. Si j'ai une route plus rapide, j'y vais. Je préfère aller à Jérusalem avec un chauffeur dans une Mercedes en écoutant avec le Rav Yitzhak Yosef qui me fait un cours particulier. D'accord ? Que d'être dans une voiture qui tremble comme ça et j'ai chaud ou j'ai froid et ça me prend 2 heures. Donc c'est sûr que j'ai pas dit que je suis prêt à aller à Jérusalem. Je m'en fiche comment je vais à Jérusalem. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'aller à Jérusalem. Je préfère y aller de façon rapide, agréable, la meilleure façon possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant de faire un choix, je dois me dire qu'est-ce qui va me rapprocher de mon but. Ça veut dire que si c'est pas clair dans ta vie, dans ta tête, déjà que tu as un but, bah au fond, tous tes choix, ils vont toujours aller vers, au fond, la facilité. Tu vas toujours prendre là où il y a le moins de trafic. Il y a une blague comme ça, alors c'est une blague de rabbin, je vous préviens, c'est pas drôle les blagues de rabbin, d'accord, vous savez, c'est juste, d'accord. Il y a quelqu'un qui est dans la rue un soir comme ça, sous un lampadaire. Il est en train de chercher, il y a quelqu'un qui passe et puis dit mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites par terre? Il dit j'ai perdu mes clés, je suis bloqué en dehors de la maison, je peux rien faire, c'est horrible. Et ben écoutez, je vais vous aider. Et là, il se met à 4 pattes, il commence à l'aider. Au bout de 10 minutes, il dit mais vous êtes sûr que vous avez perdu vos clés ici? Il dit ah non, je les ai perdues là-bas. Il dit mais pourquoi vous cherchez ici si vous avez perdu là-bas? Là-bas, il n'y a pas de lumière. Vous avez prévenu. C'est-à-dire quoi? Que si tu veux chercher tes clés, même si là c'est plus facile de les chercher, si elles sont pas là, ça sert à rien. C'est-à-dire que si tu sais que dans ta vie tu as des objectifs, avant de te poser la question, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est agréable, tu poses la question, est-ce que ça me permet d'avancer ou me fait reculer? Si déjà tu sais pas que dans la vie il y a des objectifs, tu es incapable de prendre la moindre décision. Parce que qu'est-ce qui s'appelle une bonne décision? La réponse est ça dépend. Ça dépend de quoi? De ce que je veux faire, de ce que j'attends ces décisions. Oui ou non? Donc déjà avant de parler de réussite, il faut comprendre qu'il y a un objectif. Ça, pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir que ça, c'est la différence numéro 1 entre les gens qui réussissent et les gens qui tournent en rond. Il y a une grande question, là, dans le Sefer Bereshit, on va nous parler de plusieurs Doumouyot, de plusieurs personnages. Il y en a qui vont devenir des Tzadikim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, il y en a qui vont partir dans d'autres directions. Et nous, naturellement, on dit, ok, il y a des Tzadik, il y a des Rachim, il y a des gens bien et des gens pas bien. Il y a un Midrash qui est ramené par Rashi à propos de Esav. Ce Midrash, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Esav, c'était le champion du monde de l'histoire de quoi? Alors, Nachon, de Kibud Avaim. Respect des parents. C'était un champion du monde du respect des parents. À tel point que des siècles et des siècles après, lorsque Moshe Rabbeinu va sortir d'Égypte, on va se retrouver face à Édom, Moshe Rabbeinu a peur du mérite de Esav, le respect des parents qu'il a eu. Parce que maintenant vous connaissez toute l'histoire de Esav avec son frère Jacob. C'est quoi l'histoire? Vous connaissez. A priori, Yitzhak veut donner la Bechora, veut donner la bénédiction à Esav. Et il va envoyer Esav chasser. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Yaakov va venir, va se déguiser en Esav, va prendre la bracha. Je pose une question tout simple. Il était où Esav pendant ce temps-là? D'accord? Il y a une expression connue en français qui vient de cette histoire. Qui va à la chasse? D'accord? Ça vient de là. Une fois, ils m'ont interviewé à la radio. Je pile sur cette paracha, je raconte cette histoire et je lui dis ah vous savez c'est de là que vient l'expression qui va à la chasse par sa place. Et là le journaliste était un peu un lourd. Il me dit ah vous êtes sûr? Moi je n'étais pas sûr. Je dis non. Mais à la fin il m'a dit non j'ai regardé. Vous avez raison, ça vient de là. Donc ça vient vraiment de là. D'accord? Ça vient vraiment de là. Il était où Esav pendant ce temps-là? Le Midrash il nous raconte que Esav qui était comme tu dis un champion du monde de la chasse
à tel point qu'il était capable de faire la shrita avec une flèche. Incroyable, faut imaginer ça. C'est... Ok. Que ce jour-là, arrête, wallo, il n'a rien à attraper. Qu'est-ce qu'il fait, Esav? Finalement, il va ramener à manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un chien mort au côté de la route, il le prend, il le prépare, il met des épices. Papa, voilà, il met Amim. C'est ça que t'appelles, c'est ça que t'appelles un kibout d'Aven. C'est ça que t'appelles kibout d'Aven. Je vous donne un autre exemple de quelqu'un comme ça. Agar. Agar, c'était la servante de Sarah. D'où vient Agar? Agar, c'était une princesse. C'était une princesse. Quand elle a vu c'est qui Abraham Avinu, elle a dit je suis prête à être une servante chez Abraham plutôt que d'être une princesse chez quelqu'un d'autre. C'est pas mal. Tu te rends compte quoi d'être une servante à l'époque? Sauf que Rachid nous explique une chose incroyable. Lorsque Sarah va rejeter Agar, veut dire tu pars avec Ishmaël, Vateler Vatita Bamidbar, elle s'était perdue dans le Midbar. Nous dit Rachid, c'est quoi qui a été perdu dans le Midbar? Elle est retournée à la Vodazara. Je comprends pas. En 2 minutes, je comprends pas. T'imagines quelqu'un qui a fait tchouva, genre la tchouva, il était ou même pas, il s'est converti, il a été à Bnei Brak, la barbe, etc. Un jour, il arrive, il veut rentrer à Yeshiva. Le Rosh Kodesh dit non, désolé, c'est pas pour toi ici. Il sort, il se rase la barbe, il est déjà. Comment tu peux faire ça en 2 secondes? Comment c'est possible? Écoutez bien. La différence entre les gens qui réussissent dans la vie et les gens qui partent, qui font rien. Des gens pour qui c'est clair qu'il y a un objectif. Quand tu sais qu'il y a un objectif, même si ça ne se passe pas le chemin comme tu veux, tu dis ça ne change pas l'objectif. C'est sûr que je préfère quand ça se passe comme je veux. Mais si ça se passe pas comme je veux, qu'est-ce que je fais avec? Donc je laisse tout tomber? Non, ça ne change pas l'objectif. Vous savez qu'à l'Akba Omer, on fait une très grande fête. Pourquoi on fait une grande fête? Pourquoi on fait une grande fête à l'Akba Omer? Rabbi Shimon, et quoi d'autre? La fin de l'épidémie. Les 24 000 élèves. On pose une question. Il restait qui de ces 24 000 élèves? Comme vous avez dit, Wallo. Non. Après, il a été cherché chez Chachmé, chez Badarom. Après, il a été cherché d'autres. Mais quoi? Je comprends pas. S'il reste personne, c'est pas un succès. Pourquoi tu fais la fête? Voilà, super, tout le monde est mort. Maintenant, cette épidémie, elle est finie. C'est ça, c'est la fête de l'Akba Omer? Qu'on va tous faire la fête. On en reparlera tout à l'heure, mais non, il y a écrit dans Pirkei Avot, Kol HaMevi Davar B'Shem Omro Mevi Geoula La'olam. Alors j'ai entendu ça, je ne sais pas le nom, malheureusement. Le Mashgiach de la Yeshiva Tiferet Shraga, il a posé cette question. Il y a des années, j'étais un Shabbat là-bas, j'ai adoré la question. Alors écoutez, la réponse, elle est magnifique. Rabbi Akiva, à quel âge il a commencé à découvrir la Torah? 40 ans. D'accord, on nous raconte qu'il a été avec les enfants, ils se sont moqués de lui, sa famille a dit, il a vu le rocher, c'est dur. Il est parti 12 ans étudier la Torah, encore 12 ans étudier la Torah. Et son beau-père, il le déshérite, et sa femme, elle vit dans la misère, et il est exilé de chez lui. Il n'a pas une vie facile. Au bout de 24 ans, il rentre. Il faut imaginer le film. Il y a des gens qui sont... Jérémy, tu fais le scénario. Il arrive, 24 000 élèves. C'est des Tanaïm, il faut comprendre. C'est pas genre, t'as Baba Salé et 24 000 qui arrivent avec lui. Tout le monde. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui arrivent. Et là, il arrive dans sa ville natale, avec, t'imagines, le Gadol Hador arrive, avec, je sais pas, 50 000 personnes autour de lui. Et là, il y a Rachel qui va et qui reconnaît son mari. Et là, t'imagines, il y a la foule, elle peut pas avancer, elle essaie de rentrer. Qui va Maintenant, t'imagines toujours, il dit quoi, tu veux te rapprocher comme ça du Rav? Et là, je sais pas, il faut le voir, il faut le scénariser, un truc comme ça. Il lève la main, là, tout le monde s'arrête, il fait comme ça, tout le monde se bouge sur les côtés, et là, il la voit, il la regarde. Enfin, il retrouve Rachel. Et là, il va retrouver sa femme, ses enfants, son beau-père va lui dire « Mais quoi, si j'avais su, jamais je t'aurais déshérité, tiens, prends tout mon argent. » Elle est belle. C'est pas la réussite, ça. Sa femme,
ses enfants, l'argent, les élèves, etc. Maintenant, tu fais quoi avec tes 24 000 élèves? Non, imaginons. Le plus grand Beth Midrash du monde. D'accord? Le plus grand endroit, c'est. Il y a l'Écoute, il y a Mir. Il y a combien d'étudiants à Mir? Mir, c'est pas 9 000 élèves peut-être à Mir, quelque chose comme ça. C'est pas un seul Beth Midrash. C'est tout un quartier. Maintenant, il a 24 000 élèves. Donc, je ne sais pas exactement. Imagine, vous avez déjà vu un grand Beth Midrash? Un grand Beth Midrash avec 1000 places. C'est énorme. 1000 places. 1500 places. Tu dois arriver à 24 000. Vous imaginez un peu, en termes d'institution, comment il est bien placé, le Marzor Shnati de la Yeshiva de Rabbi Akiva. Maintenant, il n'habite pas tout seul. Les Avrechim, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont avec qui? Avec leurs femmes, leurs enfants, ils ont des enfants. Donc il faut imaginer, il y a une ville dans laquelle tu as peut-être quoi? 150 000 personnes. Imaginons un petit peu Rabbi Akiva, comment elle commence sa journée. Il se lève le matin. Il a pris honnête, d'accord, je suppose. Il arrive, il marche dans la rue. Il voit les mamans comme ça en train d'apporter, en train de lire des télim, en train d'amener les bébés au Gan. Il voit des gosses dans la rue en train de réciter des Mishnayot. Il rentre premier Beth Midrash. C'est des Tanaïm, les amis. Vous comprenez, c'est quoi un Tana? Chacun il peut réciter des morts. Ils étudient, il y a du feu. Il rentre, il ouvre le premier Beth Midrash. 500 Tanaïm en train d'étudier le feu, la Torah. Il ferme la porte. Deuxième, 1500 Tanaïm. Waouh! T'imagines le sourire qu'il a sur les lèvres, Rabbi Akiva, le soir quand il va se coucher? Elle est belle ou pas la vie? Une année, on voit qu'il y a une épidémie. En combien? En un mois, tout le monde va mourir. Un mois. Un mois. Imaginons Rabbi Akiva qui se lève au bout d'un mois. Il se lève le matin, il descend l'escalier. Il ouvre le Beth Midrash. Rien. Il se rappelle. Quel âge il a à ce moment-là, Rabbi Akiva? Je sais pas, peut-être le Rabbi c'est quel âge il avait Rabbi Akiva. Mais il avait au moins 70 ans à ce moment-là, 75 ans, c'est au moins. D'accord? Qu'est-ce qui fait un monsieur que toute l'œuvre de sa vie, il est parti de zéro, on lui donnait pas rien et tout, il voit en un mois, tout va à la poubelle. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva, le jour de la Omer? Il dit la Gemara, le même jour, il prend son âne, il va dans le sud, il prend 4 élèves, Bereshit bara Elokim et Hashama, il reprend tout de zéro. La grande joie de l'Akba Omer, c'est parce qu'une personne, lorsque Hachem il lui jette tout à la poubelle, ça marche pas ce qu'il a fait. Toute l'œuvre de sa vie, ça marche pas. Il vient, il est prêt à recommencer à zéro. Comment c'est possible de faire ça? Il recommence tout à zéro. Comment c'est possible de faire ça? Je pose une question. À ce moment-là, on lui demande Rabbi Akiva, tu préfères aujourd'hui ou il y a 2 mois? Qu'est-ce qu'il va te répondre Rabbi Akiva? Je ne vous ai pas posé une question très difficile. C'est une question piège. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Non, s'il ne répond pas il y a 2 mois, il y a un problème. Le but de la vie, c'est pas c'est pas de faire des galères. Lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est pas pour se faire un kiff. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut construire de la Torah. Il avait de la Torah. Là maintenant, il repart à zéro. C'est sûr qu'il peut faire il y a 2 mois. Mais c'est quoi l'objectif de Rabbi Akiva? De transmettre. Vous savez que Rabbi Akiva, c'est écrit dans les Sfarim, c'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a donné la loi écrite, Rabbi Akiva a donné la loi orale. Tout ce qu'on connaît, la loi orale, ça passait par qui? Par les élèves de Rabbi Akiva. Maintenant quoi? C'est Vadaï ou Bevadaï que je préfère répandre la Torah avec des élèves, une yeshiva, une mascorette, tout ça. C'est sûr, quelqu'un qui dit je préfère galérer et avoir un élève qui comprend rien, c'est que ça l'intéresse pas vraiment. Mais une fois que c'est ça ma réalité, il y a 2 possibilités Rabbi Akiva. Soit il pleure, il se dit ah mais j'aurais voulu, mais il y a 2 mois, et j'aurais pu, et s'il y avait ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et il fait rien. Soit il dit écoute, je préfère il y a 2 mois, mais maintenant je suis pas il y a 2 mois, je suis aujourd'hui. C'est ça ma réalité. Je fais avec. La différence les amis qui est entre Yaakov et Esav,
qui est entre Agar et Sarah, c'est qu'il y en a qui pensent que la vie, ok, ça c'est bien, c'est pas bien. Mais au fond, si ça bloque, bon bah écoute, tant pis, on laisse tomber, on prend à droite, on sort là où il n'y a pas de voiture. Et il y en a qui disent, il y a un objectif. Et s'il y a un objectif, mon objectif c'est d'arriver à l'objectif. Je me suis trompé d'objectif. C'est-à-dire qu'il faut parfois être un idiot et foncer. Mais si c'est ça l'objectif, si c'est toujours ça l'objectif, je dois aller vers l'objectif, même si ça me plaît pas. Oui ou non? Elle dit la Mishnah, Al-Kocha Tanolad. Malgré toi, t'es né. Ça veut dire quoi? Que si toi, tu veux te rapprocher d'Hachem, il y a une marloquette pendant 2 ans et demi entre Beth Hillel et Beth Shammai. Aïm noachlo la adam leot nivra. Est-ce que c'est agréable pour l'homme d'avoir été créé? Au bout de 2 ans et demi, Beth Hillel ils disent noachlo la adam, c'est agréable pour l'homme d'avoir été créé. Beth Shammai ils disent non. Au bout de 2 ans et demi, ils se mettent d'accord. Halakha ke Beth Shammai. Dans ce cas-là. Lo noachlo la adam. Lo noachlo la adam. Sauf qu'ils sont venus, ils ont rajouté un petit astérix dans le contrat. Ils ont dit, ah bah la charge c'est Nivra, maintenant qu'il est créé, il est pashpash bemarasav. Maintenant qu'il a été créé, je vais le traduire de ma manière, qu'il fasse avec ce qu'il a. C'est-à-dire que la question qui se pose, au fond c'est quoi l'approche qu'une personne doit avoir? Quand ça bloque, quand c'est pas comme tu veux, tu dois pas dire ah c'est génial, je t'abarre chez moi la rade, quel kiff, c'est ça que je voulais. Ah là là, qu'est-ce que je suis content d'avoir loupé mon examen, qu'est-ce que je suis content de pas réussir ceci, de pas réussir cela. Ah merci Hachem, c'est ça que je voulais. C'est ça que j'ai, c'est ça que je voulais. Non, c'est pas ça que je voulais. Moi j'aurais préféré que ça marche, réussir, gagner, ceci, cela, d'accord, tout ça, c'est ça que j'aurais préféré. Mais maintenant que c'est pas ça, maintenant chez Nivra, maintenant que ça a été créé, si tu voulais te rapprocher d'Hachem, tu veux être proche d'Hachem, le plus facile c'était quoi? De ne pas avoir été créé. Al-Kocha Tanolad. C'est une personne qui dit non, moi je suis content, c'est bien, c'est génial, qui n'a pas compris. Tu sais, c'est quoi d'être proche d'Akash Baruch Hu? Non. L'âme, elle veut rester là-haut. Hachem dit non, redescends. Maintenant que je suis là, je ne vais pas passer ma vie à pleurer pourquoi je suis là. Je vais faire avec ça. Et je vais essayer de me rapprocher de l'objectif avec les outils qu'Hachem m'a donnés. Ça, les amis, c'est peut-être la leçon numéro 1 fondamentale de la réussite d'un côté. Et écoutez bien, c'est peut-être le point, la racine de la marloquette idéologique qui est entre le monde juif et ce qu'on va appeler la philosophie grecque, qu'on va appeler la pensée occidentale. C'est ce que Maïmonide appelle dans Moré Nemochim Olam Kadmon. On va pas faire ce soir un cours de philosophie grecque, mais je vous la fais rapide. Les Grecs croient en Dieu, ça tombe bien, nous aussi. Les Grecs pensent que Dieu est parfait. Pour l'instant, on est top. Sauf que les Grecs, ils ont un problème. C'est que si Dieu est parfait, comment est-ce qu'il a pu créer le monde? Parce que s'il crée le monde, c'est qu'avant le monde, il lui manquait quoi? Un monde. Donc il n'est pas parfait. Donc si Dieu est parfait, il peut pas créer le monde. Ah, comment tu fais? Olam Kadmon. Au commencement, il a toujours eu quoi? Dieu et le monde. De la même manière que tu dis que Dieu a toujours existé, t'as qu'à dire que le monde a toujours existé. Pas mal, non? Alors déjà, pourquoi la question elle tombe, parce que ta question elle est très mauvaise. Pourquoi la question est très mauvaise? Parce que rien n'existait à part Dieu. Parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de avant, il n'y a pas d'après, c'est des mots humains. Ta question déjà, elle est bancale. Bon. Mais qu'est-ce que la Torah, elle dit? Bereshit bara Elokim et Hashamayim. Comme écrit dans le Zohar, c'est à quel Boraita ou bara Alma. Kadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la Torah? La Torah, c'est l'objectif. Le monde, c'est le moyen. C'est quoi la différence? Pourquoi je vous dis que ça, c'est la racine? C'est la racine. Il faut comprendre, parce qu'on a grandi, nous on est des Français. On a grandi dans un monde occidental, dans une philosophie, dans un regard sur le monde qui est occidental, dans lequel c'est pas clair que la finalité a précédé la création.
Ça veut dire quoi? Je vous la fais rapide, on va pas passer la soirée à parler de ça. Il y a une histoire jolie. Il y a le Rav de Brisk. Rav de Brisk, les brisqueurs, c'est pas des rigolos. D'accord? C'est des gens très, comme ça, carrés. Le Rav de Brisk, c'est un très très grand Baal Chesed. Sa maison était tout le temps ouverte. Juste pour la petite histoire, très souvent il rentrait chez lui, il voyait des gens allongés sur son lit. Alors, il allait se dormir par terre. Un jour, il y a quelqu'un dans sa maison qui lui a dit, il savait pas que c'était lui le propriétaire. Il le voit un bonhomme un peu, il dit, dites-moi, ça fait 2 semaines que je suis là, vous savez combien de temps on peut rester ici avant qu'on dise quelque chose? Il lui a répondu, moi ça fait 25 ans, on m'a jamais rien dit. D'accord? Alors un jour, son fils, il lui a dit, papa, mais en rigolant un peu, papa, la maison elle est toujours ouverte. Pourquoi t'as mis une porte à l'entrée? Son père a répondu très sérieusement. Il dit non, parce que d'après le Rambam, s'il n'y a pas de porte, on ne doit pas mettre de mezouza. Ça écoutez bien. Il te dit pas, comme il y a une porte, alors on met des mezouza. C'est quoi la réalité? Comme on doit mettre des mezouzotes, on met des portes. Istakel Boraita ou Baralma. Ça veut dire quoi? C'est que je suis dans un monde où mon regard sur le monde, il est de dire, si j'étais créé pour faire quelque chose de ma vie. Si j'y arrive, j'ai gagné. J'y arrive pas, je suis planté. Ça, je le dis un peu sec. Pas pour mettre une angoisse. Pas pour dire, non, attention, vous allez tous développer votre vie. Mais pour comprendre que quoi? Que la première chose, tu veux réussir ta vie, tu dois comprendre. Tu dois te prendre en main. Si tu ne te prends pas en main, tu es sûr de ne pas y arriver. Tu te laisses porter. Comment? Pourquoi est-ce que tu arriverais à la bonne adresse? Imagine, tu prends la voiture, tu as le mariage de ton frère. Tu prends la voiture, tu es hyper en retard, etc. Tu prends la voiture, tu fonces, mais tu as l'adresse. Non, j'ai pas l'adresse, mais viens, on fonce, on est en retard. Celui qui fait ça, ça sert à rien. Tu es peut-être en train d'aller dans l'autre direction. Si tu n'es pas posé la question, où je veux aller? C'est quoi mon objectif? Tu es sûr de ne pas y arriver. C'est même pas une question de dire ah c'est bien, c'est pas bien, le Yetzer Hara et le Yetzer Hara Tov. T'as aucune chance d'arriver à un endroit si tu sais même pas qu'il y a un endroit où il faut arriver. Donc déjà tu dois comprendre que t'as des objectifs dans la vie. Et après deuxième question, où ça? Quels sont mes objectifs? Ça, c'est le cœur. J'avais dit que j'allais parler un petit peu de ma vie et je l'ai pas fait. Je m'excuse, mais peut-être que c'est ça, c'est peut-être ça le point de départ. C'est le point de départ de toute réussite. J'ai montré ma première boîte. Je sais pas pourquoi je raconte cette histoire-là. Si vous voulez plus d'informations sur ma vie, j'ai fait un podcast il y a je sais pas combien de temps, il y a 2 ans, avec un garçon qui s'appelle Yair Rochner. Vous pouvez chercher Jérusalem Podcast Club. Regardez, là-bas, il a raconté toute ma vie, si ça vous intéresse. Mais je ne viens pas d'un milieu très religieux. Et j'ai monté ma première boîte à 15 ans, où on allait, il faut comprendre à l'époque, je ne suis pas si vieux que ça, mais c'était pas il y a si longtemps. D'accord, à l'époque, il n'y avait pas les smartphones. D'accord, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On avait été monter comme une start-up, si vous voulez. On prenait des étudiants, des jeunes qui avaient des appareils photo. C'était la condition pour pouvoir travailler pour nous. C'était d'avoir un appareil photo, parce qu'on n'avait pas leur acheter des appareils photo non plus. Ils allaient dans les soirées et ils prenaient les gens en photo. D'accord? Et après on les mettait sur internet. C'est avec les modems à l'époque, le truc, etc. L'ancêtre c'était Facebook, le Facebook de l'époque. D'accord? Ok? Vous pouvez pas imaginer que ce que fait un bonhomme à l'époque avec un appareil photo dans un endroit où personne ne peut prendre de photos. Les gens ils deviennent comme des fous juste pour se faire prendre en photo. Et on s'est retrouvés, moi j'avais 15 ans à l'époque, que j'organisais des choses dans lesquelles légalement j'avais même pas le droit de rentrer. Et pourquoi on a réussi à mettre ça? Parce que tu es dans un univers où dans une soirée, tu as 99% des gens qui sont venus pourquoi? Faire rien. Quand il y en a un qui dit viens on fait quelque chose, c'est lui qui quoi? Qui prend le lead. Et ça, j'ai la chance dans un des trucs souvent qu'ils mettent dans les affiches, c'est que j'ai été gradué, mais c'est moins impressionnant que ce qu'on pense, d'accord? Mais j'étais gradué la même année de Centrale, Normal Sup et Harvard. D'accord? La même année.
et pas des faux diplômes, genre j'ai fait sur Internet, j'ai eu mon master de mathématiques appliquées à Harvard et mon master de Centrale Paris, et c'était une licence de normes sup, la même année. Pourquoi? Parce qu'après la prépa, lorsque tout le monde est en mode bah ça y est, on fait rien, moi je savais ce que je voulais faire. J'ai pas tellement plus travaillé que les autres, mais vu que je savais ce que je voulais faire, j'ai fait des choix en fonction de là où je voulais aller. Et ça, tu remarqueras que dans toutes les ambiances, celui qui a des objectifs, c'est lui qui donne le ton. Et c'est pas du tout parce que c'est quelqu'un qui a forcément un charisme ou parce qu'il a... C'est quoi le charisme? C'est quelqu'un qui a envie de le suivre. Pourquoi tu as envie de le suivre? Parce qu'il va quelque part. Donc, au fond, quand tu as conscience que dans la vie, il faut se fixer des objectifs et que c'est ça que tu veux, bah, tu es capable de faire des choix. Et aujourd'hui, je veux vous dire une chose. Et ça vient à mon deuxième point, qui est important. Et je vais vous dire évidemment pourquoi après c'est lié tout ça au business, d'accord, c'est quand même le titre du cours. C'est que aujourd'hui, une des choses par exemple qu'on a, faut pas pour pointer, d'accord, mais les mariages se font de plus en plus tard. D'accord. Alors, je parle pas des gens qui disent bah les pauvres ils veulent se marier, il faut pas se marier, je parle dire c'est ta faute, c'est cela, c'est pas ça le but. Mais il y a aussi des gens qui sont en couple et qui se marient pas. La question c'est pourquoi tu te maries pas, vous êtes en couple, pourquoi vous ne mariez pas? Laisse tomber la kippa, la barbe de côté. Pourquoi ils se marient pas? C'est quoi pas l'objectif? Peut-être ils sont comme ça, ils sont bien entre eux. Parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Peur de l'engagement. Faire un choix, c'est toujours renoncer. Une fois, je dis une phrase, il y a le Rav Ringer de l'état de Bnei Brak. Cette phrase, la phrase, elle est un petit peu alambiquée, je la répéterai 2 fois, mais bon, ouais. Mais elle est très vraie, la phrase. D'accord? Il dit faire un choix, c'est renoncer à un choix. Tant que tu as le choix, c'est que tu n'as pas encore fait le choix. Si tu as l'impression que tu as encore le choix, c'est que tu n'as pas encore choisi. Une fois que tu as choisi, tu n'as plus le choix. Ça y est, j'ai choisi, donc j'ai plus le choix. D'accord? Mais comme faire un choix, c'est tout de suite renoncer à l'autre chose, je dois être très sûr de ce que je veux pour être capable de faire un choix. Sinon, par définition, j'ai envie de repousser de faire un choix parce que j'ai que l'impression de perdre. Parce qu'après, j'ai plus le choix. Mais si tu sais ce que tu veux, ça veut pas dire que tout va être toujours très clair dans la vie. Mais tu comprends que tu veux faire des choix. Parce que tu dois avancer. Tu dois aller dans une direction. Tu dois faire des choses. Et donc pour ça, il faut s'habituer à être dans une vie en disant je ne peux pas passer à côté de ma vie. On a monté un site, c'est comme ça qu'on s'est connu avec Mickaël, mais Torah.fr il y a 2 ans. Bon. Et on avait fait le petit film de lancement qui expliquait le projet. Et la phrase qui revenait, c'était de dire, au fond, le but d'une personne, c'est d'arriver à 40 ans, 50 ans, quel que soit l'âge, d'arriver à un moment dans la vie. Et dire, au fond, tous les choix que j'ai faits dans la vie, ils n'ont pas forcément donné les résultats que je pensais. C'est pas vrai de dire, tu fais des choix, alors toujours, ça donne ce que tu veux. D'accord? J'ai été trader pendant longtemps, j'ai eu un fonds d'investissement, j'étais trader à New York, après en Israël. Quand tu es trader, tu ne crois pas que tous les trades que tu fais, tu gagnes. C'est un trader qui pense qu'être un bon trader, c'est que à chaque fois que j'investis, ça va dans le sens que je veux, bah c'est qu'il faut le mettre en prison, il manipule le marché, quoi. C'est pas ça. C'est quoi? C'est que je fais des bons choix par rapport à mes objectifs et aux informations que j'ai. Ça s'appelle faire un bon choix. Donc réussir, ça ne veut pas dire que quand tu regardes ta vie, dire tous les choix que j'ai faits, ils ont donné les résultats que je voulais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas parce que ça n'a pas donné les résultats que tu voulais que c'était un mauvais choix. C'est un bon choix qui n'a pas donné les résultats. Et de croire que si ça n'a pas les résultats que je veux, c'est de ma faute, c'est de l'orgueil. C'est de croire que c'est toi le balabait ici. Non. Alors quoi? C'est d'arriver à une personne doit être capable de dire cette vie et de dire la vie que j'ai, c'est le résultat de mes choix. Peut-être des choses qu'il y a des choses à changer, des choses à laquelle je suis à l'aise, je suis moins à l'aise. Mais c'est ma vie à moi. C'est le résultat de mes choix.
J'ai fait des choix, ça c'est ma vie. Je vous promets, il n'y a rien que plus de tov. De dire, ok, je me suis pris en main, ça c'est ma vie. Peut-être des choses à changer, des choses à améliorer. D'accord? Et ça c'est ma vie. Il n'y a rien de pire que de regarder et de dire, au fond, cette vie, j'ai fait ça parce que ma mère elle voulait, je me suis marié avec cette personne parce que ceci, cela, j'ai fait tel boulot, j'ai été dans cet endroit, pourquoi? Stam, kacha. Ça c'est le contraire de la réussite. Sur Amalek, il y a écrit dans la Torah, Reshid Goim Amalek, Vacharito Adeoved. Amalek, c'est le premier des peuples, et sa fin, c'est la destruction totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le fais rapidement. Il explique le paraditra qui dit comme ça. Je saute toutes les explications, le but c'est de donner l'essence, le message, bien que tout le malheur qui est très joli. Amalek, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, tout le monde était waouh, incroyable, personne. Ils viennent de massacrer la première puissance mondiale. Toi, t'es Amalek, t'es le Nicaragua, tu vas te battre contre eux. Tout le monde était comme ça. Amalek est venu de l'autre bout du monde pour faire la guerre contre Israël, évidemment. Il s'est fait éclater. Alors, pourquoi tu fais ça? Un jour, le Rav Kaufman, il m'a dit il n'y a qu'un fou qui commence une guerre qu'il est sûr de perdre. Amalek, c'est un fou. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il voulait montrer, de dire, quoi vous croyez, genre ils sont intouchables les Juifs, moi je vais vous montrer qu'on peut les attaquer. Tout ce qui s'est passé après, toutes les personnes, des antisémites qui ont attaqué les Juifs au cours de l'histoire, c'est parce que Amalek, il leur a ouvert la voie. Et enfin, c'est quoi ce truc, quoi, les Juifs. Moi je vais vous montrer, je me suis fait massacrer, mais je vous ai montré qu'on peut le faire. Pourquoi Amalek il fait ça? Écoutez bien. Quand on va venir Mashiach, vous croyez qu'il n'y aura plus de Français, il n'y aura plus d'Américains, plus d'Italiens, ils seront là. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacun va comprendre c'est quoi son essence, chacun va trouver sa place, et comme chacun trouvera sa place, alors il n'y aura plus de guerre, parce que je comprendrai que ma place c'est ma place, et ta place c'est ta place, donc je ne suis pas jaloux, je ne vais pas prendre ta place, c'est ta place. Et chacun va avoir son petit coup. D'accord, je sais pas, c'est comme ça que je raconte à chaque fois, c'est dans ma tête, hein, c'est qu'une part ce que je dis. Les Américains, ils vont faire une bourse pour acheter des vaches pour faire des sacrifices au Beth Amikdash. Tu auras des Allemands qui sont là en train d'organiser, t'imagines, tous ces sacrifices qu'il faut amener, ils seront là, toi tu vas là. D'accord, je sais pas, il y aura des Italiens qui vont faire l'ambiance, je sais pas, l'ambiance pour Simcha Bet HaShoeva. Chacun, il va venir, d'accord. Ils vont faire des rarfanim, ils vont faire des livraisons de vaches. Chacun va utiliser ce qu'il sait faire dans quelque chose de tov. Ok. Tous les peuples, ils vont être là. Il y en a un, il sera pas là, c'est qui? Amalek. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'essence de Amalek? L'essence de Amalek, c'est de dire, on s'en fiche, ça, c'est pas grave, c'est pas important, on s'en fiche, on rigole. Ça, tu trouves ça important? Ça, c'est Amalek. Ça, c'est un petit coup. C'est-à-dire que si tu fais des mauvais choix dans la vie, tu dis c'est important, mais tu te trompes d'importance, t'as un petit coup, tu réfléchis, tu vois que ça marche pas, tu fais. Et tu restes. Un gosse, il y a un enfant à la synagogue, il a 11 ans, je crois, 11 ans, non, 12 ans maintenant, il est, je crois, numéro 2 de tennis d'Israël. Il me dit je suis numéro 2, mais en fait je suis numéro 1. Bon, en tout cas, il joue professionnellement, quoi. Il est dans l'équipe nationale, il va être. Mais c'est un enfant. Donc moi je parlais avec lui et il m'explique. Il me dit regarde, moi toute ma vie elle tourne autour du tennis. Donc tous les matins il se lève à 5h du mat pour pouvoir s'entraîner avant l'école. Et écoutez bien, il ne mange pas des choses qui vont être mauvaises pour lui, pour ses performances au tennis. Il organise toute sa journée, ses horaires en fonction du tennis. Et il ne traîne pas avec des copains qui pourraient le détourner du tennis. Dis-toi mon coco, quand tu vas comprendre que dans la vie, il y a les bonhommes chez le Rolam, tu vas te dire, lui, il va les faire trembler à Pognovich, celui-là. Tu te rends compte ou pas? Lui, peut-être qu'aujourd'hui, il se bat pour le tennis. Quand il va comprendre dans la vie qu'il y a d'autres choses que le tennis, cette même énergie qu'il a su mettre pour le tennis, il va le mettre dans d'autres choses. Lui, c'est un patron ambulant, celui-là. Oui ou non? Donc, moi, je sais pas si je peux raconter ça. Jérémy Bérévi, il m'a raconté, je ne sais pas pourquoi il avait ce truc, il avait investi dans une boîte, et il me l'a répété plein de fois, cette phrase. Je ne sais pas pourquoi il me l'a répété à chaque fois. Celui qui avait créé la boîte, il avait fait, je crois, le tour du monde en vélo. Et genre ça,
C'est pas, alors qu'il rencontre plein de gens, c'est quelqu'un qui connaît des gens brillants. Ça l'a marqué. Mais quel rapport entre faire du tour du monde en vélo et monter une boîte, peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il est pas bon, bah, il fait du vélo quoi. Non, parce que pour arriver à pas lâcher, c'est-à-dire si tu me dis il a fait 3 jours de vélo, tu dis bah il pédale bien. Il fait 2 semaines de vélo, il aime le vélo. Mais il a fait le tour du monde en vélo, c'est que quand il veut un truc, il lâche pas. Donc si lui, il veut montrer une boîte à la prochaine licorne, il va rien lâcher. La première chose, c'est de comprendre. On doit y arriver. C'est quoi la première halakha du Shulchan Aruch? Yidgaber à Adam Ka'aryeh, la avodat boro, chez Yehu, meorer et hashachar. Un homme doit se lever comme un lion le matin pour servir son créateur. Chez Yehu, meorer que lui, il réveille le soleil. C'est quoi que lui, il réveille le soleil? Dis, lève-toi à 5h du mat. Pourquoi Avant le soleil. Non, mais c'est quoi cette expression? Chez Yehu, meorer que lui, il va réveiller le soleil. À l'époque, ils n'avaient pas des réveils. D'accord? Donc c'est quoi le réveil naturel pour une personne? Une personne qui n'a rien à faire de sa journée, qu'est-ce qu'elle fait? Disait Jean-Jacques Goldman, lever son réveil avec le soleil. T'es là, avant il y a de la lumière partout, tu peux plus dormir, tu te lèves. C'est quoi la première halakha du Shulchan Aruch? C'est que c'est pas comme ça que tu te lèves le matin. Le matin, tu as un programme dans ta journée. Comme tu as un programme dans ta journée, quelle que soit l'heure à laquelle tu as décidé de te réveiller, 5h, 6h, 7h, 8h. Après, moment, il faut se réveiller quand même, d'accord? 8h15. Il y a un ici à 8h30? 8h15. Alors allez, 8h max. D'accord? Il y a des mignonnes à 8h15, 8h15, je vous le donne, vous vous réveillez. D'accord. Mais quand ton réveil il sonne, pourquoi tu peux pas le squeezer et te rendormir? J'ai un programme, j'ai un objectif. Mon objectif, il me demande de me lever à une telle heure. Je peux pas dormir parce que sinon, je manque. Je sais même pas quoi. Première halakha du Shulchan Aruch. Tu peux pas être en réaction. Je veux ça, je vois ça, je veux ça. Non, j'ai un programme, j'ai des trucs à faire. Et donc ma journée elle commence. C'est moi qui me réveille, c'est moi qui la bouffe la journée. C'est moi qui fixe le programme, j'ai des trucs à faire. Je dois aller quelque part. Sinon je me suis planté. J'ai perdu une journée. Je peux pas. Et c'est là que j'arrive quand même à la notion de Torah et business. Parce qu'au fond, il dit le Messiat Yesharim, Alev nimshach achrei ha'maaseh. Le cœur essuie les actions. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu sens qu'en ce moment ta femme, tu es un peu loin, tu n'as plus le feu du début. Enflue des cadeaux. Le cœur, il suit les actes. Tu es fatigué. Qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué? Tu te lèves. Allez, allez, on y va. Allez, ok, tu bouges. T'es lent, bouge vite. Parfois, c'est en faisant que ça rentre. Le travail, c'est un endroit où il y a une puissance énorme. Comment est-ce qu'un juif il peut prendre cette énergie-là pour se la transformer dans une dynamique de vie? Comment tu peux apprendre? Si tu arrives au boulot, moi je suis, quand j'étais à New York, il y avait un des, donc c'était une immense open space de trading quoi, d'accord. Il y avait la machine à café. Et la machine à café, je me souviens, il y avait quelqu'un qui devait avoir donc peut-être 20 ans plus que moi, donc il n'était pas dans mon équipe, mais quelqu'un de plutôt un boss quoi, vu l'âge. Et je me souviens toujours comment il faisait son café. Il avait les deux mains. Et en fait, ses deux mains étaient tout le temps actives à quelque chose pour faire son café. C'est-à-dire, je peux vous dire, cette Oumanout qui avait besoin. Genre, il prenait la capsule, il ouvrait le truc du café. Pendant ce temps, il mettait la capsule, il ferme avec son autre main, il est déjà en train de sortir le verre, la sucrète, le truc. Il avait optimisé. Le bonhomme il était capable de te faire un café au lait avec le petit cœur dessus en 32 secondes chrono. Alors c'est quoi? Allô même Nicolas Dame. Ah et moi aussi je vais faire mon café. Quelle énergie il est capable de mettre lui pour aller travailler 2 secondes de plus. Moi j'ai des objectifs aussi. Mes objectifs c'est pas ces objectifs. Mais dans mes objectifs, je vais pas être un ramolli.
Je vais être un patron, moi. C'est comme ça qu'il fait un patron. Moi, je suis un patron. Moi, tu sais qui. Enfin, une fois, quelqu'un, je lui ai dit comme ça, il n'a pas compris la finesse. Je ne sais même pas si c'était un juif ou pas, comme ça. Il me disait un truc, je dis, tu sais c'est qui mon père? Il avait peur, pourquoi tu m'agresses? Non, je sais pas c'est qui ton père. C'est Ribono Shel Olam. T'es un enfant de Ribono Shel Olam. Tu peux pas être comme ça. Tu peux pas être fatigué. T'as des trucs à faire. Le travail, ça te donne du rythme. De la même manière qu'au travail, tu vois c'est quoi un patron. Dans ta Torah, tu dois être un patron. Dans ta Avodat Hashem, tu dois être un patron. Avec tes enfants, tu es un patron. Avec ta femme, tu es un patron. C'est quoi un patron? C'est que tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu dois y arriver. Tu dois construire. Il faut comprendre ça. La première chose, c'est comprendre la chashivut. Quand je dis je ne peux pas me louper, alors quand je dis je ne peux pas me permettre de me louper, il y a quelque chose parfois de très mauvais là-dedans. Alors, au passage, je vous fais un petit peu psychologie de comptoir, mais pas de comptoir, mais bon, je vous raconte juste une petite histoire. Une fois, j'étais à un mariage. J'ai pas du tout envie d'être à ce mariage, donc j'étais un petit peu collé là-bas. Et comme j'avais pas du tout envie d'être à ce mariage, je connaissais personne, je vois quelqu'un d'autre qui apparemment lui non plus n'était pas du tout content d'être là. Je veux lui parler. Et alors lui, c'était quelqu'un qui venait du Maroc. Alors je ne saurais pas vous faire l'accent marocain, mais imaginez avec l'accent marocain parce que tout est plus, ça rajoute à la poésie du moment. Et je lui demande, je lui raconte ce qu'il fait dans je lui demande ce qu'il fait dans la vie. Il me raconte que lui, il dirige une organisation de jeunes, d'adolescents qui sont dans la rue. C'est-à-dire qui ont quitté la maison, c'était de bonnes familles, de familles religieuses, qui sont dans la rue. Et quand je dis dans la rue, c'est pas genre, je veux dire, c'est pas qu'ils sont pas religieux, ils sont dans la rue, quoi. La drogue, les vols, les trucs, la délinquance, quoi. Bon, alors c'est très intéressant, il me raconte son travail. Et je lui dis, dis-moi, c'est quoi le point commun que tu vois de tous ces enfants qui en gros, qui loupent leur vie complètement, qui vont dans le mur, qui n'arrivent rien à construire? Il me dit deux choses. Premièrement, les parents se disputaient. Bon. Mais deuxièmement, c'était impressionnant. Il m'a dit, regarde, quand ils rentraient à la maison, les enfants, les parents, ils disaient, mais quoi, t'as eu encore 8, mais t'es vraiment un nul, t'es un imbécile, t'es un abruti, tu vas rien faire de ta vie. Le gosse, à la maison, lui, t'es un nul. Quand il sort dans la rue, on dit vas-y, casse la fenêtre, t'as un patron, ouais, patron. Où est-ce qu'il a envie d'être le gosse? Il a envie d'être dans la rue. Lui, il me disait, alors c'est mignon, c'est le moment où tu sortais son accent marocain, il disait, nous, on était des cancres, les pires cancres du monde, il m'a dit. Mais pour ma mère, on était des génies. Il a commencé à me la faire en arabe, quand sa mère les faisait, ah, comment t'es le meilleur. Il disait, on était des cancres, mais comme aux yeux de ma mère, on était des génies, on a une confiance en nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que parfois, une chose qui est extrêmement complexe, c'est des gens qui ont grandi avec un sentiment de dire que si je loupe ça, si j'ai pas l'examen, alors on va pas m'aimer. Alors ils ont peur, ils osent rien faire dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils disent, attends, si je me plante, ça veut dire que je suis un nul. Et comme je peux pas supporter d'être un nul, je vais surtout fuir la prise de risque. C'est pas comme ça qu'on réussit. Donc quand je dis que tu peux pas te louper, ça veut pas dire de dire dans la vie ça va toujours passer comme tu veux. Mais c'est-à-dire, je peux pas ne pas me donner les moyens d'y arriver. C'est trop important. Les gens ici qui connaissent des cours pour couple, d'accord, c'est ça a priori que je donne le plus souvent. Mais je dis tout le temps et c'est vrai. La plus grande toilette, le plus grand apport, je sais pas exactement, le plus grand, d'accord, valeur ajoutée, merci. De venir à un cours pour couple, c'est pas ce que dit le rabbin. C'est de dire à ma femme, de dire à ton mari, c'est tellement important notre couple que ça mérite qu'on prenne une soirée pour essayer de voir ce qu'on peut améliorer dans le couple. C'est le plus important. De comprendre que c'est important. Je veux réussir. C'est important mon rapport avec les Ribono Shel Olam. C'est important de construire ma vie, c'est important de construire avec mes enfants. C'est important, la vie elle est importante. Comme elle est importante, je dois me donner les moyens de faire. Je ne sais pas exactement encore ce que je vais faire, c'est pas grave, mais je dois me donner les moyens. C'est important. Je ne sais pas comment je vais y arriver, je ne sais pas encore, mais c'est pas grave. Ça va peut-être me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais me gourer, je vais me planter, ça ne va pas marcher comme je veux, mais je veux. Je veux. Et je sais dès le début que ça va marcher ou pas marcher, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. Ça c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc c'est normal, mais je veux. Ça les amis, et je vais finir là-dessus si après vous avez des questions avec plaisir. Mais
c'est une toute petite, c'est une introduction hyper fondamentale. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu sais ce que tu veux, tu as compris avec quelle tête aborder ton travail. La grande question de comment tu trouves l'équilibre entre le travail, entre les enfants, entre la Torah, entre le sport, j'en sais rien, entre toutes ces choses-là. La réponse est, j'en sais rien. D'accord? Je sais pas, est-ce que moi j'ai trouvé l'équilibre dans ma vie? Je sais pas. Est-ce que moi je vais vous dire, ça c'est l'équilibre, regardez, je suis un champion du monde de l'équilibre? Je pense pas. On est toujours en recherche. Mais, je dois savoir qu'est-ce que je veux. Tant que tu sais pas ce que tu veux, tu n'es pas capable de faire des choix, tu n'es pas capable de mettre des limites. Donc par définition, tu vas te laisser tirer par celui qui tire le plus fort. Si c'est le travail qui tire très fort, tu vas passer toute ta vie au boulot. C'est ta femme qui tire très fort. Tu vas prendre que des boulots où tu vas devoir rentrer tôt parce que tu as trop peur que ta femme te crie dessus. Encore une fois, je ne dis pas que c'est forcément pas bien, mais c'est pas, t'as pas décidé. Tu comprends ou pas? T'as pas décidé. Tu prends pas ta vie en main. Laisser la place à l'autre, c'est aussi décider. C'est une grandeur, mais c'est actif. C'est pas parce que j'ai pas la force de dire non. J'ai la force de dire non, mais je décide de dire oui quand même. Même si c'est pas ça forcément que moi j'aurais voulu, parce que maintenant que je comprends que c'est ça que ma femme veut, alors c'est ça que je veux. Mais c'est actif. Je veux. Ça, une fois que tu as compris ça, tu es capable de te poser les bonnes questions. Tu es capable de renoncer. Pourquoi tu es capable de renoncer? Parce que ça ne t'amène pas là où tu veux aller. Si tu ne sais pas ce que tu veux, bah au fond, on te propose deux boulots. Lequel tu vas prendre? Le mieux payé. Ça au moins ça c'est clair, ça c'est objectif. J'ai plus d'argent à la fin du mois. Mais même professionnellement, c'est pas comme ça qu'on réussit. Les gens qui ont réussi sont aussi des gens qui ont su faire des choix intelligents pour leur carrière. Et humainement, c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on réussit. Parce que tu vas faire des mauvais choix. Et deux, parce que comme c'est pas clair pour toi pourquoi tu le fais ce choix, quand tu vas avoir des difficultés, bah tu dis mais en fait qu'est-ce que je fais là? Bah non en fait c'est dur. Ouais mais si tu as décidé, moi je veux gagner de l'argent, c'est crachouv, il faut que je gagne de l'argent, X, Y, Z, j'ai réfléchi, j'ai fait date, il faut que je gagne de l'argent. Il faut que tu gagnes de l'argent. Donc tu comprends que tu es prêt à faire des efforts pour gagner cet argent. Tu le fais avec le sourire. Ça veut pas dire que tu es content de faire des efforts, mais tu sais pourquoi tu le fais. Donc tu arrives, tu vas où? Tout ce que tu veux. D'accord, mais il faut que tu comprennes que c'est crachouv. La première chose que je dis au couple, il faut que tu comprennes que maintenant, quand tu rentres dans un couple, tous les matins, tu dois dire la chose la plus importante pour moi aujourd'hui, c'est quel sourire il y aura sur le visage de ma femme ce soir. Si c'est pas clair, tu vas pas y réussir ton couple. Parce qu'un couple, tout le monde est marié ici où il y a pas mal de gens mariés, vous comprenez un couple c'est pas facile. Quelqu'un qui pense qu'un couple qui va bien, c'est un couple où il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun effort, c'est que ça se fait comme ça, il vit sur Mars. Il vit sur Mars, et dès qu'il va avoir un problème dans son couple, les jeunes, quand ils viennent me voir avant de se marier, les khatanim, la première chose, je passe un cours pour leur expliquer que quoi? Que le mariage, c'est dur. J'ai très peur. À chaque fois, je leur dis, si vous n'êtes pas prêt à rentrer dans un mariage, annulez le mariage, parce que vous allez divorcer. J'ai très peur qu'il y en ait qui me disent, ah non, c'est quoi, vous avez raison, écoute, il vaut mieux que je laisse tomber. C'est mon grand stress qu'il y en a qui me disent, ouais. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas que c'est une feature, c'est pas un bug. C'est comme ça que le monde il a été créé. Si tu ne comprends pas ça, dès que ça va pas comme tu veux, tu dis, ah non, peut-être c'était pas la bonne. Ah, je vais me marier avec sa cousine. Pourquoi? Tu as l'impression que si c'est pas comme si tout se passe pas dans le processus comme je veux, c'est qu'en fait c'était pas le bon métier, c'était pas la bonne chose, j'ai mal fait. Non. Je veux construire. La construire, ça veut dire apprendre, écouter, grandir, changer, confronter. C'est ça que tu as signé. Mais si tu ne réfléchis pas avant de signer, tu sais pas que c'est pas pour ça que tu as signé. Donc quand ça va pas bien, tu dis ah non attends, il y a une sortie là, c'est la facilité, c'est la voisine. Mais il faut comprendre ça les amis. Il faut comprendre ça. Tu veux de la réussite, tu veux de l'équilibre, tu veux la Torah et business. Comprends que tu as des jeux aussi dans la vie. Est-ce que ça veut dire que tu vas toujours faire les bons choix? Non. Est-ce que ça veut dire que ça va amener ce que tu veux? Non. Mais c'est pas grave, tu fais des choix. Tu sais sur la base de quoi tu fais des choix. Au moins déjà, on peut commencer à jouer. Et une fois qu'il y a ça, tu comprends aussi que mon travail,
il a pour amener un objectif. Et cet objectif-là, il y a du lien avec Hachem, des choses pour mes enfants. Donc si je passe 15 heures par jour à bosser, comment je peux arriver à justifier que ce que je pense qu'il y a de mieux pour mes enfants, c'est de ne pas les voir pendant des semaines? Parce que comme ça, je gagne de l'argent. Si tu n'as pas le choix et que sinon ils vont mourir de faim, tu n'as pas le choix. Mais si tu as le choix, dis-moi comment tu es arrivé à cette conclusion hyper intéressante, que tes enfants, ils ont surtout besoin d'un salaire, mais ils n'ont pas du tout besoin de ta présence. Dis-moi quand tu arrives à ça, t'es un génie, quoi. C'est pas clair pour toi pourquoi tu travailles. C'est pas clair ce que tu veux. Si c'est pas clair pour toi que tu travailles pour avoir de la bracha, pour faire des mitzvot, pour rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour faire du tov dans le monde, que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne ta parnassa et que t'as pas cette émouna et t'as pas cette chose-là, alors qu'on va te proposer plus d'argent en faisant des sales coups. Soit des gros sales coups, d'accord? Là, je me permettrai pas, je fais pas de référence. On dit souvent, la blague à Tel Aviv, on dit Natania, d'accord? Pas dire, d'accord? Mais soit tu fais vraiment des trucs comme ça, soit même tu fais un truc propre, d'accord? Mais il y a combien de questions? Tu vends un truc à un client? Oui, dites-moi, vous avez combien de clients sur ce truc-là? Oui. Et là, hop, tu mens. C'est dur. Ça, c'est un point important. Ça. Moi, je fais le rabbin, là, mais vous croyez quoi? Qu'au travail, jamais je suis pas fier de moi. Quand j'ai monté mon fonds, j'étais très jeune, j'avais 25 ans. Et je sais pas pourquoi, c'était mon Yetzerara. Quand les gens me voyaient arriver, ils me disaient, mais excusez-moi, mais vous savez quel âge? Et là, je faisais le pire truc du monde. Ça, même encore des années après, j'ai honte mais bon, juste pour dire, ça s'appelle un être humain. Je mentais, mais genre, si tu mens bien, quoi. Dis au moins, je sais pas, 34 ans, quoi. Je disais genre, non, j'ai 27 ans. À quoi ça te sert? À rien. Par exemple, ça change. Mais, d'accord? Bon, d'accord, ça me fait. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que tu vas être confronté avec des choses. Toute la journée, tu es confronté avec des choses. Mais là, tu dois savoir ce que je fais ici. C'est quoi le jeu qui est prêt? Après, il faut savoir quelles sont les règles, quels sont les dangers, comment on fait. Et après, mes attachés, peut-être qu'on aura l'occasion de rentrer dans le vif du sujet et de voir comment tu réponds, qu'est-ce que tu as le droit de dire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dire, qu'est-ce qui s'appelle du vol, qu'est-ce qui s'appelle du mensonge, qu'est-ce qui s'appelle de l'arnaque, qu'est-ce qui s'appelle de la vente, qu'est-ce qui s'appelle. Tout ça, tu peux poser. Mais si déjà tu comprends pas que comment il faut que tu sois au boulot, tu as un patron il décide, et un patron il décide de faire les choses bien, et un patron il va vers son objectif. Et si tu voles, tu t'es planté. Si tu as menti aujourd'hui, tu as eu le deal, mais tu as perdu. Oui, non. Ça doit être clair devant tes yeux à chaque seconde. Si tu as ça, Bezat Hashem, tu vas réussir. Alors, Bezat Hashem, c'est une petite introduction à tout ce sujet, qui est un sujet essentiel, que j'appellerais la Torah de Chaim, la Torah et business. Mais la Torah au quotidien, la Torah dans toutes les choses de la vie. Parce que, en fait, toute la journée, toutes nos relations humaines, il dit Rabbi Nachman, il dit que quand il y a une dispute avec des gens, on doit faire un din Torah. Un tribunal s'appelle un din Torah. Prends un din Torah. Il dit Rabbi Nachman, il s'appelle, on fait un din, on fait justice à la Torah. Pourquoi? Souvent quand il y a des problèmes entre des personnes, parce qu'ils n'avaient pas la Torah devant les yeux, quand ils ont fait leur travail. Alors à la fin, ils ont oublié de dire ça, lui l'a volé, lui a truc, ça. Ils arrivent devant le juge, ils racontent l'histoire, ils disent, bon, donc toi tu as dit ça c'est Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Shasag. Ça c'est le Taz. Ça c'est le truc. Il va relire toute l'histoire avec des regards de Torah. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait justice à la Torah. La Torah, tu l'as mis dehors et lui la remet dedans. Maintenant, l'homme intelligent, dès le début, il regarde avec un regard intelligent, un regard qui va quelque part. Ça vous attache. Ça s'appelle la grande réussite. Et si Dieu veut, que déjà, à Baléiter, mais celui qui veut se purifier, il a une aide particulière du ciel. Alors que vous attache que nous, on est ce ratson, on est cette volonté qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à tous toute la réussite pour y arriver. Amen, amen. Razak les amis. Est-ce qu'il y a des questions? Des gens qui ont envie de mener cette vie, mais qui n'arrivent pas à se poser les bonnes questions pour trouver les objectifs. Sur quoi ils peuvent commencer à travailler pour... Le premier sujet, dit le Rav Dessler, que le soir de Pessah, si on prend les 3 matzot, on prend la matzah du milieu, on la coupe en 2, d'accord? Et on la coupe en 2. Le petit morceau, on le remet dedans. Dessus, on va raconter la Haggadah. Et le grand morceau, c'est quoi? La ficomane, on le cache pour la fin. Tu pourquoi le gros morceau, tu le gardes pour la fin? Comme ça, il dit. Cette matzah, elle représente la Géoula, d'accord? Elle représente la liberté. Une personne ne peut pas tout de suite prendre la grande liberté. Quand je suis rentré à la centrale,
La première semaine, sur le campus, des jeunes, ils font la fête, ils boivent, etc. Il y a un gosse qui boit, coma éthylique, il meurt. Je vous dis, ça c'est l'ambiance. Tu commences ta journée, les gens ils sont contents, ils ont eu son concours, il a bossé comme un dingue et tout. Première semaine, il meurt. Alors, le pauvre, il n'a pas fait exprès, mais ce que je veux dire de cette histoire, c'est que des gens, tu leur dis, voilà, c'est la liberté, vous faites ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'ils font? Du rien. Donc il dit Rav Dessler, parfois une personne il vaut mieux qu'elle soit plus cadrée, parce que si tu lui ouvres tout, elle va faire n'importe quoi. C'est quoi être cadré? Il dit comme ça, ce qu'on appelle les néguillotes. Tant que tu n'as pas fait un travail sur toi, je te donne un exemple, du regard que les autres ont sur toi, tu n'es pas capable de faire un choix. Quand j'étais, ça fait partie des trucs que j'ai honte des années, je la raconte, ça me fait un petit coup, après ça me fait mal quand je raconte cette histoire. Bon, mais quand j'étais je suis arrivé en Israël, j'ai eu une offre par une certaine boîte qui voulait me recruter. Et on commence à parler, dans la conversation, donc j'avais 24 ans, et dans la conversation il me dit oui, donc tu auras une voiture de fonction, etc. À l'instant il a dit voiture de fonction. Vous voyez ou pas dans les films quand il parle tu sais, t'entends plus rien, tout est flouté. Il aurait pu me dire tout et n'importe quoi. Je me voyais juste moi, en train de conduire. C'est ma voiture à moi, genre moi c'est moi qui l'a conduit la voiture. Et après, ça je me dis attends mais je suis mal. Comment ça coûte de louer une voiture comme ça? J'en sais rien, ça coûte 2000 shekels par mois, 3000 shekels par mois. Prends le salaire, rajoute 3000 shekels et vois si l'offre elle est bonne ou pas. Non. C'est-à-dire que quoi? Tant que moi, ce qui m'intéresse c'est la vision de moi-même que j'ai. En fait, tu peux acheter des gens avec des cacahuètes. Tu vois, voilà ta carte de visite, vous êtes CEO. Très bien. Par contre, bon, écoutez, l'argent n'a pas de quoi vous payer, mais bon, CEO. C'est-à-dire que tu vas faire que des mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es attrapé par des bêtises. Et ça, c'est quoi? C'est le regard des autres. C'est le regard que toi-même tu as sur toi. Tu dois savoir une chose. Il dit, le Rav Lemech, il dit très souvent cette phrase. Il dit, si une personne, elle ne t'aime pas, eh bien tant pis, elle n'aura pas le mérite de m'aimer. C'est pas là qu'il ne faut pas se remettre en question. Mais je ne dépends pas du regard des autres. C'est pas les gens qui distribuent les points de savoir si je suis quelqu'un de bien ou pas quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien infiniment indépendamment de ce que les gens vont penser de moi. Oui, non. Si j'ai l'impression que je suis jaloux parce que je vais faire ça, si je fais ça parce que je suis énervé, si je fais ça parce que je vais faire que des mauvais choix. Donc il dit le Rav Dessler, avant de tuer la grande, voilà pour l'instant, sors doucement d'Égypte. Détache-toi de ces choses-là. Apprends à regarder, à te regarder dans le miroir. Ça veut dire quoi? Une personne, il y a une phrase très importante, c'est-à-dire la Torah, elle veut jamais que tu sois ni dans le déni, ni dans la fatalité. Ça veut dire quoi? C'est pas moi je suis colérique. Celui qui dit non, je suis pas colérique. Moi, je suis pas colérique. D'accord? Celui qui dit ça, il est sûr d'être toute sa vie colérique. Mais qu'il n'est même pas conscient qu'il a un problème à travailler. Mais celui qui dit, moi, il y en a une fois, il m'a dit, mais c'est pas, moi je suis colérique, je peux rien faire. Il venait de frapper un mec dans la rue. Il dit, mais tu peux pas, moi je suis un mec colérique, je suis comme ça, moi un mec qui me charge, je le frappe. Il dit, mais t'es pas un animal. Non mais c'est un problème psychologique. Haine. Oui, je suis colérique. Et oui, il faut que je me travaille. Donc une personne doit être capable de se regarder dans le miroir, dire j'ai ceci, j'ai cela, voilà, c'est ça. Le truc. Je me rends compte que ça me touche beaucoup. Ça, je suis très sensible là-dessus. Il faut que je me travaille. Comment? Beaucoup grâce à l'étude de la Torah. Il dit Barati et Tzerara, Barati lo Torah Tavlin. L'arme contre le Tzerara, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Comment tu sais si les objectifs que tu prends, est-ce qu'ils sont corrects au final? Est-ce qu'ils sont bons pour toi? Parce qu'au final, quand tu es dans une situation, donc il y a plein de paramètres extérieurs, tu es marié, tu as des enfants, tu as truc, enfin, tu n'as pas forcément de sous, tu as plus de sous, tu as truc, enfin bref, c'est pas des dans une situation. Toi, tu te dis dans ta tête, moi je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Maintenant, au final, cet objectif-là, c'est un coup, il va tout. Non. Comment est-ce que tu peux savoir et tu peux être pas sûr? C'est une excellente question. Excellente question. Juste, je peux la prolonger un petit peu parce que j'avais exactement la même. À quel moment il faut savoir dire cet objectif-là, il n'est pas bon, je reviens en arrière, okay. Je change de mode. Les deux questions se complètent la réponse est il n'y a pas de réponse comme ça. Mais je vais vous dire une chose. Là, en venant aujourd'hui, j'étais un petit peu. J'espère que j'ai été plus sympathique que mon état en arrivant. Parce qu'en ce moment, j'ai une question exactement comme ça. D'accord? Donc j'étais mal, j'ai appelé ma femme, j'ai dit quand je vais refaire un cours sur l'équilibre. Alors, mais moi, je me pose des questions. Cela, bon, j'ai une opportunité qui remet des choses en question. Et vraiment, là, je dis comment j'y vais pas. Alors, déjà, il faut savoir une chose.
que parfois, il avait dit, je crois, le Rav Ezrahi, il a dit sur le Corona. On a dit, les gens ils posent la question, mais qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il a répondu très joliment. Qu'est-ce qu'il attend Hachem de nous? Qu'on se pose cette question. C'est-à-dire déjà, de se poser les bonnes questions, tu as fait ce qu'il fallait. Même si derrière, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il peut galérer en attendant. Tu peux galérer, mais c'est pas. Hachem il peut te faire galérer par ça, il peut te faire pas galérer par ça. D'accord? Je vous raconte une histoire rapide. Je l'aime bien cette histoire. Quand j'avais mon fonds, on devait absolument lever de l'argent, absolument. Je devais aller en Suisse pour préparer. J'étais focus, il fallait absolument que je lève de l'argent très vite. Et il y a quelqu'un qui frappe à ma porte, un jeune qui était dans le bureau d'à côté, et qui vient et qui me dit, oui, Ethan, j'ai un copain qui veut faire un truc de trading. Est-ce que je peux te présenter? Je lui dis, attends 2 secondes, genre, j'ai pas le temps. Il dit, ah bah super. Et il le fait rentrer. Donc il est là, je peux pas lui dire barre-toi quoi. Il arrive, il m'explique. Bon, je vous la fais l'histoire en course, parce que je veux pas en plus que c'est filmé, je veux pas rentrer non plus trop dans les détails de l'histoire. Je me rends compte que celui-là, il arrive, il parle de son père, de son oncle. Je fais venir le papa. J'ai devant moi une des personnes les plus riches du monde, qui est intéressée à investir dans ce que je fais. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de me dire, ah non, la bonne décision, c'est de lui dire, lui, il est là, je veux pas te parler. En le laissant venir, j'ai pris une mauvaise décision. C'est pas ça, je suis focus, j'ai pas le temps pour parler aux gens. Là, je dois, ma famille, mon truc, mon travail, non, c'est ça que je dois faire. Donc le laisser rentrer, c'était une mauvaise décision qui peut ramener le plus gros chèque. Et par contre, tu fais des bonnes décisions, tu as bien réfléchi et ça t'emmène complètement dans le mur. Alors quoi? Donc en ça, tu fais n'importe quoi, non? Tu fais ce que tu peux. D'accord? Lo alechal melachal igmor. C'est pas toi qui décides. C'est pas de dire si j'ai bien fait, alors ça va donner ce que je veux. Donc déjà, te poser les bonnes questions avec la bonne approche. Si tu te poses déjà les mauvaises questions, c'est sûr que tu ne vas pas y arriver. Donc déjà, viens, on se pose les bonnes questions. Ok. 1. Deuxièmement, faire appel à un avis extérieur. Un avis extérieur, c'est quelqu'un qui lui-même n'est pas dans... Parfois, tes parents, ça peut être un bon avis, parce que c'est un très mauvais avis. Ta femme, ça peut être un bon avis, ça peut être un très mauvais avis. D'accord? Parce qu'elle aussi, elle a ses trucs, elle voit, etc. Chacun... Encore une fois. Moi, dans mon cas, j'étais voir de la Torah. J'étais voir 3 très grands rabbanim et j'aurais posé la même question aux 3. D'accord? Maintenant, même les rabbanim, ça c'est une fois très important. Ok? Il y a quelques gdolim, d'accord? Quelques gdolim, mâche. La majorité des gens ont dit comme ça, ils ne sont pas comme ça. Donc il y en a quelques gdolim, d'accord? Tu peux aller voir et ils te regardent, ils te tranchent. Et ce qu'il dit, tu vas, Be'emouna Shelema, c'est Mina Shamaï. D'accord? La majorité des grands rabbanim, mais quelqu'un c'est un rave, c'est tout ce que tu veux, c'est un ben adam. Il peut t'aider à réfléchir, il a une vue qui est plus affinée que toi. Il peut venir te trancher, dire ça va donner, ça c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il t'aide à réfléchir, à prendre des bonnes décisions. Donc parfois, il faut aller voir quelqu'un. Ça peut être un rave, ça peut être aussi pas un rave, en fonction du sujet. D'accord? Tu choisis, quelqu'un du près, il a fait une opération, il a fait ou pas, il disait le rabbi toujours, il faut prendre 2 avis. D'accord? 2 ou 3, ouais. 2 ou 3, c'est nécessaire. D'accord? Il n'a pas dit, il faut que tu ailles demander à des rabbins. Il faut aller demander à des médecins. Donc il faut que tu ailles te poser la question à la bonne personne qui a les bonnes connaissances, qui est la bonne personne pour toi, pour t'aider. Une fois que tu t'es posé les bonnes questions, que tu t'es rendu compte que, attends, là je suis pas très honnête avec moi-même, là, tu te mens pas. Vraiment, tu as mis les choses au clair. Tu as été voir les bonnes personnes pour poser des questions. Tu as prié. Tu as pris le temps, tu as demandé à Hachem, tu as compris qu'au fond, ça ne dépend pas que de toi, que ce n'est pas dans tes mains, tu as mis Hachem dans l'équation. Déjà, tu as gagné. Est-ce que ça va t'amener ce que tu veux? Mais ça ne veut pas dire que tu as pris la bonne décision. D'accord? J'ai juste une dernière question, moi. C'est un peu la même en vrai, mais. Enfin, jusqu'à où tu pousses tes traits de doute? Ok. Ça, c'est que tu as raté, mais on t'a dit oui, pousse, tu fais ta doute, machin. Bon, jusqu'à où tu la pousses? C'est la très grande question, qui est une question de dire combien de ishtadout il faut faire. Et déjà, c'est lié à ta discussion. Encore une fois, si tu te poses la question qui dit est-ce que cet nouvel élément, est-ce que ça remet en question la réflexion que j'ai ou pas? Je pose une question, de dire tout le monde sait quand tu fais quelque chose, la majorité des boîtes, elles ne marchent pas. D'accord? Donc est-ce que quelqu'un qui est un entrepreneur qui a fait une boîte qui n'a pas marché, il doit dire j'arrête l'entrepreneuriat?
Peut-être que oui, peut-être que non. La question c'est est-ce que l'expérience que tu as, elle remet en question les fondamentaux de dire qu'en fait, non, maintenant je me rends compte que c'est pas pour moi. Ou je me rends compte que je sais pas faire. Ou je me rends compte qu'il faut que je fasse différemment, ou ceci ou cela. Oui ou non. Donc, mais la question c'est pas de dire j'ai essayé 10 fois, ça marche pas, donc Mina Chami. Maintenant avec les nouveaux éléments que j'ai, je me repose la question avec les nouveaux éléments que j'ai. Est-ce que maintenant que j'ai les nouveaux éléments, je remets ça sur la table, je réfléchis, c'est de réfléchir de façon honnête. Et je réfléchis. Et je me pose exactement la même chose que j'avais il y a 5 ans avec mes nouveaux éléments. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut être fort dans sa tête pour se dire à ce moment-là, la facilité c'est de dire bon allez vas-y, je laisse tomber, je passe sur autre chose. Alors qu'en fait, il fallait juste retravailler son objectif. Il a fait merde. Ce point-là, c'est pour ça que ça fait partie du chemin. C'est-à-dire qu'une personne qui croit qu'encore une fois, c'est pas normal. Quelqu'un qui ouvre une boîte et qui dit ah là là, la boîte elle a fermé. J'ai pas gagné, je suis pas devenu riche. Donc, c'est que je suis pas un entrepreneur. C'est un idiot. Lui, c'est sûr qu'il fallait pas qu'il soit entrepreneur la première fois. Parce qu'il sait pas c'est quoi être entrepreneur. Un entrepreneur, la majorité des gens qui vont faire des exits, etc., c'est pas leur première boîte. Ils ont fait une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, et à un moment, hop, ça réussit. Donc, tu crois quoi? Donc, encore une fois, si tu dis j'ai vu que c'est pas pour moi, là t'es intelligent. T'apprends ton expérience. Si tu dis juste, ah, c'est difficile. Alors là, il faut poser la question. Soit tu dis, ah, c'est difficile, mais je savais pas que c'était difficile. Donc dans ce cas, en fait, tu te rends compte que tu avais pris une mauvaise décision la première fois parce qu'en fait, tu es rentré dans un truc difficile et tu n'étais pas prêt à faire face à un truc difficile. Soit tu dis, je savais que c'était difficile. Ah, effectivement, c'est difficile. Bon, bah, je recommence. D'accord? Encore une fois, je dis pas que c'est ça que j'ai dit, c'est la question la plus dure du monde. Je veux surtout pas qu'on comprenne. Moi, j'ai les réponses, je vais dire oui, c'est ça. Et même dans ma vie, moi-même, je me pose des questions tout le temps. D'accord? Mais c'est normal de se poser des questions. Et c'est à quelque chose de oui. Si tu prends le bon process, tu as fait ce qu'il fallait. Et le fait que ça a été désagréable, alors il faut se connaître. Parfois, tu peux dire, ça c'est très important. Ouais, il est tard, mais juste une petite histoire. Une fois, il y avait un monsieur dans un immeuble qui a il a rajouté une chambre, une pièce à sa maison. Ouais, je crois qu'il avait ça. Il a rajouté une pièce à sa maison. Et voilà, il a fait les constructions, il a rajouté. Et il y a un voisin qui est venu, qui a dit non, ce truc-là, ça bloque ceci, cela, ça prend ça prend sur le jardin. Il lui dit ah, tu dois casser ton truc. L'autre dit mais attends, regarde, tu vois bien, on a une toute petite maison, on est une grande famille, qu'est-ce que ça te dérange? Ça te dérange rien du tout. Et un peu de pitié, tu vas me faire détruire le truc. Et non, il voulait rien. Il a été chez Rav Kanevski. Il a dit Rav, vous vous rendez compte, il a fait son truc, ça dérange, ceci, cela. Rav lui dit laisse le pauvre, tu sais qu'il a des enfants, etc. Mais Rav, vous comprenez pas. Il dit allez, laisse passer. Il dit mais Rav, vous comprenez pas un truc, il a le droit, c'est Gezel. Et là le Rav il le regarde, il fait fais-lui un procès. Ah ouais, mais il comprend pas. Il dit fais-lui un procès. Il dit mais Rav, il y a 2 secondes, vous quoi? Non, tu dois lui faire un procès. Il dit pourquoi? Il dit regarde. Et ça c'est le point essentiel. Ça doit se connaître. Si tu étais capable de laisser passer le truc et réellement tu comprends que le pauvre il a des enfants, etc. Et tu dis écoute de bon cœur, libriout. Alors dans ce cas-là c'est sûr que c'est tov. C'est sûr que c'est mieux. Mais si maintenant tu fais pas de procès, tu gardes et que à chaque fois que tu passes tu dis c'est une pourriture, ah, t'as pris le truc. À chaque fois que tu vois t'es énervé contre lui, tu vas commencer à dire du lachon hara, à penser du mal de lui, à truc ça. Fais-lui un procès. C'est-à-dire quoi une personne doit aussi se connaître. C'est pas de dire ah c'était dur, j'ai arrêté donc je suis un gros nul. Il faut connaître ses limites. Il y a un moment j'en peux plus. Et ça c'est là où c'est pas facile. Est-ce que j'en peux vraiment plus ou pas? Je sais pas s'il y a des gens qui ont fait l'armée, d'accord, ou des gens qui font du sport de haut niveau. La question c'est de dire c'est la même question. Quand est-ce que j'en peux vraiment plus? Une personne doit se connaître. Oui. T'apprends sur toi-même à l'armée. Bien sûr, tu apprends sur toi-même. Mais tu vois bien qu'à l'armée, un des trucs. C'est quoi un coach? Pourquoi tu as besoin d'un coach quand tu fais du sport? Parce que quoi, t'en dis j'en peux plus. Il dit si t'inquiète pas, t'en peux encore. D'accord? Mais parce que tu as quelqu'un qui te connaît, qui voit, il a l'habitude. Avec ça, il faut apprendre à se connaître. Mais parfois de dire je me connais et je vois que ça c'est un truc que je ne peux pas le faire, ou je me rends compte que je ne peux pas faire, ou que je dois arrêter parce que je ne suis pas capable, c'est aussi une grandeur, c'est aussi connaître ses limites. S'il y a une dernière question.
Parfois la question est meilleure que la réponse. Merci à tous pour votre temps. Bezrat Hashem, c'était un grand plaisir, en tout cas pour moi, d'avoir ce sujet. Que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous donne à tous beaucoup de siyata d'Ishmaya, et qu'on ait tous des belles vies, et de tout ce qu'on veut, et que les choix qu'on fait nous amènent là où on doit arriver de la façon agréable, Bezrat Hashem, et que j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se revoir. Chazak u'Baruch.